Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. Nous sommes jeudi soir, nous faisons donc l'enregistrement de cette émission qui va être diffusée le vendredi à 20h, le samedi à 18h, le dimanche à 10h le matin et le dimanche soir aussi. Nous sommes donc jeudi, je vous le disais, et nous sommes impactés par la pluie depuis ce matin. On ne s'y attendait pas, il n'y a pas eu d'annonce de précaution, semble-t-il, selon ce que j'ai pu comprendre. Donc beaucoup de personnes ont été surpris aujourd'hui par cette pluie diluvienne. Voilà, nous sommes donc sur le plateau de Zouk Télévision, les invités qui ont bravé la pluie pour pouvoir arriver au studio. Je dis bonsoir au Père Anderson, le curé de la paroisse du Vauclin. Père Anderson, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bien content. Ok. Eh bien, plaisir, c'est nous aussi, Père Anderson. Oui, je dis, ouais. Ok. Vraiment. Michel Branchy, bonsoir Michel. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et à tous d'abord. Et effectivement, j'ai quand même entendu qu'il y avait une annonce de vigilance jaune, mais je ne m'attendais pas. J'ai entendu ce matin quand même que c'était plutôt du côté du Nord-Atlantique. Hein, et or, il semblerait que Port-de-France était particulièrement impacté. Il y a même des bordements. Donc, effectivement, je ne connais pas encore le bilan, mais quand à Fort-de-France, ça déborde, dans le sud, ouais, on est sûr qu'on aura des dégâts, on aura certainement des dégâts importants à déplorer, et bien sûr que la collectivité territoriale, l'État sera sollicité pour aider nos compatriotes à affronter les problèmes qui découlent de cette catastrophe, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Michel. Mathieu, bonsoir. Mathieu Cordémier. En tout cas, ravi d'être parmi vous ce soir. Et puis nous espérons bien sûr qu'il n'y aura pas trop de dégâts et que nous encourageons toutes les personnes qui sont en train d'intervenir, que ce soit les secouristes, mais que ce soit l'ensemble des services techniques des différentes municipalités ou des différentes collectivités qui interviennent pour aider et secourir la population au quotidien. Très bien. Alors, je vous ai envoyé effectivement le sommaire, mais nous allons commencer quand même. Tu nous as envoyé le sommaire? Ah si? On pas aussi voir. Bon, j'ai peut-être oublié. Tu vois, voilà. Je découvre alors. Ok, ça va être très bien. Tu vas pas trouver des mots. Ça dépend des sujets quand même. Ce sont des sujets. Si tu me demandes ce que je pense du dernier rapport du FMI sur les mesures de Trump. Là, tu peux répondre. C'est ça? Là, je peux répondre. D'accord. On verra. Il n'y a pas de souci. Mais bon, là, déjà, ce dont je vais vous parler là tout de suite, c'est le déchaînement de violence. Parce que quand même, un jeune Guadeloupéen du Moule, un Moulien, dimanche de Pâques, il a été assassiné pour qu'on puisse voler sa moto et sa chaîne. Un jeune infirmier, apprécié de la population du Moule et puis d'ailleurs, pour voler, voilà, on le voit là, David Périac, pour voler sa moto et sa chaîne. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, un élève de 15 ans qui poignarde une lycéenne à coup de couteau. La lycéenne est décédée sur le coup. Et il y a 3 autres lycéens qui sont à l'hôpital, dont un lycéen en, comment on dit ça? Vital. Où ça, à Martinique? Non, à Nantes. Non, pas à Martinique. Ça s'est passé à Nantes. À Nantes aujourd'hui, à Nantes. Alors, ça m'a interpellé, je me dis, mais de tout bord, tout ça, qu'est-ce qui peut expliquer cette violence qui n'en arrête pas? Et après, on voit les ministres qui viennent. J'ai une réponse. Hein. D'accord, mais tu vas me la donner aussi. Après ça, on voit les ministres qui vont dans les lycées pour encourager la famille, pour encourager. Mais quelles sont les mesures prises pour essayer d'éviter ça? Parce que maintenant, ça devient quotidien. Père Anderson, comment vous analysez ça? Et puis, comment l'Église voit de tels faits? Quoi faire pour arrêter ça, cette tuerie-là? Oui, c'est vrai que c'est très préoccupant. C'est très préoccupant. Nous y pensons, nous y réfléchissons, hein, avec notamment l'archevêque, Monseigneur David Macaire, quand nous sommes en rencontre, on en parle, hein, parce que on
on a créé des pôles de réflexion au niveau de la pastorale sociétale pour un peu réfléchir sur la situation de la Martinique. Voilà, comment on peut endiguer certaines situations. On y réfléchit. Et en tout cas, nous n'avons pas la science pour régler toutes les situations, mais cependant, à notre niveau, au niveau de l'Église, on essaie de faire passer un message, et notamment la notion d'amour, apprendre à aimer son prochain, à aimer son frère, le reconnaître, le respecter, et puis la notion aussi de respect, apprendre à respecter l'autre. Voilà. Donc ça, ces notions-là, on les développe, on les amène, et on attire l'attention aux parents sur la manière d'accompagner, d'écouter, d'encadrer les nouvelles générations pour éviter le pire, quoi. Parce que il y a un laisser-aller. Au niveau de l'éducation, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a un petit laisser-aller. Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui se dirigent vers l'Église catholique maintenant? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence de jeunes qui s'engagent? Non, c'est relatif. C'est relatif. C'est-à-dire, bon, cependant, cette année, pour le chemin de croix, le chemin de croix du Vendredi Saint, le constat que j'ai fait, il y avait plus de jeunes que de personnes âgées ou que d'adultes. D'accord. Habituellement, il y a beaucoup d'adultes. Eh bien, cette année, j'étais très surpris. Il y avait beaucoup de jeunes au chemin de croix. Et ce chemin de croix, c'était au Vauclin? Oui, au Vauclin, à la montagne. À la montagne. C'est un chemin de croix traditionnel. D'accord. Voilà. Et ils étaient très nombreux. Voilà. Mais à l'église même, il y a une tranche d'âge qu'on ne voit pas. Il y a ceux qui suivent la catéchèse familiale, ce qu'on appelle la catéchèse familiale, qui ont un accompagnement catéchétique, l'école de la foi, si tu veux. Il y a l'école de la foi. Donc ceux-là, ils sont intégrés dans le circuit, mais il y a plein qui ne le sont pas. Qui sont pas accompagnés, qui sont pas suivis, qui sont livrés à eux-mêmes, parce que les parents ne les accompagnent pas, ne les aident pas, ne leur donnent pas des éléments pour leur vie, pour développer leur vie spirituelle, ne leur donnent pas cette nourriture ou cette orientation. D'accord, mon père, merci beaucoup. C'est le constat que je fais. Très bien. Le père Anderson, je rappelle que tu es d'origine sainte-lucienne, et ça fait 20... Ouais, par mon père. Par ton père, c'est un Saint-Lucien, oui. Ma mère est martiniquaise, oui. Et ça fait 20 ans que je suis prêtre? Oui. 24 ans. 24 ans, voilà. Oui. Merci beaucoup, mon père. Alors, Michel, concernant ça, la violence... Il y a beaucoup de choses à dire. Mais disons, d'un point de vue purement constat, le déchaînement de la violence, je me réfère aux écrits de Fanon. Fanon nous explique dans Les Damnés de la Terre, le film que j'ai été voir pendant le dernier week-end d'ailleurs, remarquable. L'acteur qui joue le rôle de Fanon, médecin psychiatre à Blida, a été bien choisi. Mais le film ne retrace pas la totalité de la pensée de Fanon. En particulier, son ouvrage majeur, à mon avis, c'est Les Damnés de la Terre. Fanon explique dans cet ouvrage pourquoi, dans une société coloniale, à un moment donné, la société coloniale est née de la violence. Et pourquoi, à un moment donné, la violence est exécutée et faite par le colonisé à l'égard du colonisé. Bon. Et Fanon a vécu ce qui s'est passé en Algérie à partir de 1954. Je ne vais pas retracer. Mais il explique cela, ce phénomène. Et moi, je dirais que il y a non seulement ce phénomène-là, c'est-à-dire le pourrissement de la société coloniale, qui n'arrive pas à résoudre des problèmes sociaux. La Martinique est un pays en crise. Alors, la crise, on l'a vécue avec la vie chère,
elle est consubstantielle au pacte colonial. Le pacte colonial, c'est que la colonie doit importer, et c'est pas seulement Martinique, vous parlez de Sainte-Lucie, c'est pareil à Sainte-Lucie. Mais Michel, les faits que je rapporte là, il s'agit des faits en France. Attends. Un jeune Français de là-bas qui a tué une lycéenne là-bas. C'est pas ici. Hein. Alors, tu anticipes un peu ce que j'allais dire. Il y a le deuxième phénomène, il y a le pourrissement du capitalisme. Le pourrissement du capitalisme le capitalisme que nous avons connu, le capitalisme devient un capitalisme financier. C'est-à-dire qu'il n'investit plus dans la production, dans la création d'emplois, il investit dans la finance, la spéculation financière. C'est-à-dire qu'il réalise les profits. Donc, ce qui faisait la force du capitalisme, c'est la création d'industries, la création de technologies, la création de la science. Le capitalisme inclut la science. Aujourd'hui, dans les pays comme les États-Unis, la France, et même un pays industriel comme l'Allemagne, il y a un déclin du capitalisme ordinaire. Bon, par conséquent. Alors, en dehors de ça, effectivement, il y a quand même l'affaiblissement de la spiritualité. Parce que, qu'on le veuille ou non, alors, à l'occasion de la mort du pape, dont nous allons probablement parler, on a constaté quand même un regain, je suis assez surpris de ce que me dit le père Anderson, regain d'intérêt de la jeunesse à l'égard de l'engagement spirituel. Bon, dans le monde. Hein, bon. On a montré des images d'ailleurs oui. Rome. Bon. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette violence-là des jeunes qui s'entretuent, Michel? C'est ça que je comprends. Cette violence s'explique parce que la jeunesse n'a pas été éduquée. Il a parlé de respect. Bon. Excuse, je suis un pratiquant de l'art martiaux. Les arts martiaux sont imprégnés d'une autre religion, le bouddhisme. Le respect, l'honneur, la bienveillance. La bienveillance, c'est l'équivalent dans le bouddhisme de ce qu'on appelle la charité, dans la religion catholique. Bon. Il ne peut pas y avoir la violence intrinsèque à l'homme. Par conséquent, s'il n'y a pas d'éducation, ce qui reprend le dessus, c'est la violence. Non, mais moi, je pense aux parents de David Périac, là, qui a perdu la vie le dimanche de Pâques. Ah oui, mais bon. Je pense pas que ça peut résoudre le problème. Je ne connais pas l'histoire. Atténuer la douleur des parents. Bon. Ah non, mais ce sont des malfrats qui l'ont arrêté, ils ont pris la moto. Alors moi, je ne pourrais me prononcer. Est-ce que c'est pas plus sur le cas en question, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas les données. Je ne connais pas les données que probablement que la police, la magistrature, la justice doit élucider. Le parcours personnel dans cette famille, de ce jeune, va peut-être donner des explications sur le cas en question. Mais d'une manière globale, comme tu poses le problème de manière globale, la violence en général. Bon, c'est vrai que les cas de violence, c'est l'expression de malaise de la société. Alors, tu es jeune toi-même et je pense que tu vois ce qui se passe. J'ai parlé de la Guadeloupe et de la France, mais ça se passe aussi ici. Oui. Hein. On a des problèmes comme ça. Ça se passe aussi ici. D'ailleurs, l'an dernier, malheureusement, en Martinique, il y a eu 24 homicides. Cette année, on en est déjà à 7. Dernièrement, un jeune de 17 ans, on l'a vu, malheureusement, a été 15 balles tué. Voilà, a été 15 balles, comme tu l'as dit. Et si on doit rester dans notre secteur, dans nos territoires, la Martinique est le 3e territoire où il y a le plus d'homicides en France. Les deux qui sont, c'est de quoi là, il y a de quoi réfléchir, les deux qui sont avant la Martinique, c'est la Guadeloupe et la Guyane. Donc, même pas Marseille. Marseille arrive après. C'est pour ça que très souvent on dit aux différents ministres, quand il y a quelque chose qui se passe à Marseille, qui vont tout de suite à Marseille, que le ratio, c'est nous avant, Marseille arrive après.
Donc c'est pour te dire que quand même, on a quand même des choses qu'il faut examiner, des choses auxquelles il faut faire attention. Et on en parle d'ailleurs très souvent, notamment la circulation des armes, qui est très importante dans nos territoires, malheureusement. Et beaucoup de jeunes se retrouvent avec des armes et tirent à tout. Ça se voit, hein, tu l'as dit, hein, près de 14 impacts de balles qu'a reçu le dernier, qui a été tué. Donc on voit qu'il y a une violence qui est exacerbée. Paradoxalement, tous les lieux de socialisation, beaucoup de lieux de socialisation se sont un peu effondrés. La famille, principalement. Ensuite, l'école. Après, on retrouvait aussi la religion qui joue un rôle très important de socialisation, d'éducation, je vais même plus loin, des jeunes et qui leur montrait la bonne direction. Et tous ces lieux-là se sont un peu effondrés. Et avec le développement du digital, des réseaux sociaux, etc., on l'a vu dernièrement dans l'Hexagone, il y a un jeune, de ce qu'on dit, l'enquête est en cours, mais il a joué aux jeux vidéo, il a perdu, il est sorti, malheureusement, il a tué une petite qui avait à peine 13 ans. 14 ans, qu'il a assassiné. Donc on a de quoi se poser des questions pour se demander effectivement, comme tu le dis, où va la jeunesse par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Nantes, et bien avec un jeune qui a décidé de tuer, qui a tué une jeune malheureusement, qui a blessé 3 autres. Sa sœur était en classe, sa sœur est en classe dans cette école-là aussi. Sa sœur est la plus petite. Donc ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a un vrai souci. On aurait pu se dire, comme sa sœur est là, il aurait pu ne pas faire un tel acte. Mais il a commis. Pourquoi? Bien sûr, l'enquête est en cours. On ne sait pas s'il est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe. Oui, là, mais il est en hôpital globalement, dans la société, on le vit au quotidien, que ce soit en termes d'homicide, mais au-delà des homicides, des agressions, etc. Il y a une violence exacerbée, malheureusement. Donc, quelle est la solution à ce niveau-là? Pour moi, la solution passe par l'éducation, passe par l'insertion, l'accompagnement, par l'ensemble des organismes. Pas que par de la répression, parce que souvent on dit qu'il faut de la répression, mais pas que ça. Oui, mais pas que ça. Bien sûr qu'il faut davantage de moyens. Il faut l'éducation, mais aussi il faut la répression. Mais c'est ce que j'ai dit, Michel. J'ai parlé des différents axes. C'est pour ça que j'ai parlé des lieux de socialisation, de l'école, etc., de la religion, des différents lieux, des impacts. Mais j'ai parlé, bien sûr, qu'il y a aussi, comme tu l'as dit, il y a la répression, mais il faut aussi aider ces jeunes à s'insérer, parce qu'on a un vrai souci. Ici, on sait que 50% des jeunes sont en inactivité et ça crée des comportements oisifs. Et quand se conjugue l'inactivité avec, on l'a dit, nos territoires, 70% de la cocaïne saisie en France, dans l'Hexagone, provient de nos territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, ce qui fait que ça se voit. Hier encore, en Guadeloupe, on a saisi 540 kilos de cocaïne. Donc, ça démontre que nos territoires sont devenus une plaque tournante. Il y a de l'argent qui circule. Et malheureusement, tous ces jeunes-là qui sont en inactivité, qui des fois, qui veulent s'en sortir, etc., malheureusement, partent vers des comportements déviants. Et ces comportements déviants-là entraînent souvent une violence extrême. Alors, moi, je pense aussi que le fait que Chirac et supprimer le service militaire, ça crée tous ces problèmes-là. Parce que les jeunes apprenaient. Merci. Ces jeunes, lorsque tu allais à l'armée, tu apprenais justement à être respectueux, à obéir à la hiérarchie, une certaine façon de travailler. Et pendant un service militaire de 12 mois, et quand tu faisais l'imbécile, tu faisais plus que 12 mois, on te rallongeait ça. Le fait aussi aujourd'hui que les gens aillent en prison, et que les peines sont ce qu'elles sont. Mais les gens vont en prison et on a peut-être l'impression des fois qu'ils vont en prison, mais ils ont la télé, ils ont le téléphone, ils arrivent à avoir de la drogue, on dirait que c'est le Club Med, quelque part. Est-ce que le fait que certains sont bracelets électroniques, l'ancien président de la République, quoi, aussi, donc, est-ce que c'est ça de véritable prison? Est-ce que tout ça, non? Parce qu'une prison dure, logiquement, devrait empêcher aux gens de recommencer. Il faudrait qu'ils se disent, je ne veux plus remettre les pieds là. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'on pense. Il y a un conflit, il y a un problème, c'est le respect des droits de l'homme, quand même. La prison, dans les pays développés, comme la France, l'Europe, je ne parle pas de nos pays qui sont plutôt dans les pays. Nous sommes des pays de. Je m'excuse, nous sommes plutôt dans le sud global. Nous sommes juridiquement dans l'Europe, mais nous ne sommes pas européens. Bon. Alors. Oui, mais pour l'instant, on est un département français. Non. Alors, le problème, c'est que la prison doit respecter les droits de l'homme. Et que, par conséquent, elle doit aussi préparer la réinsertion. C'est ce que te disent d'ailleurs tous les rapports. Comme dirais-je, les gardiens de prison, avec juste raison. Ils rappellent qu'ils ont un rôle de formation, d'éducation,
des prisonniers et de préparer leur réinsertion dans la société. Bon. Et le problème, c'est que dans ce parcours, il y a probablement, il a manqué ce que tu as dit avant. Quand un individu à 25 ans, 30 ans, ne sait pas que quand il se lève le matin, il faut qu'il fasse son lit, qu'il aille se brosser les dents. Oui. Non, mais ce n'est pas à 30 ans que tu apprends ça. Mais oui. Tu comprends? Oui. Alors, Père Anderson, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas toujours de perspective. Dans la manière d'accompagner les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on leur a... c'est comme s'ils avaient... ils naissaient avec une cuillère en argent. Voilà. C'est comme si... Parce que, en fait, je dis ça, je prends cette image-là, c'est la manière de les accompagner. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas. On ne les oblige guère, en fait, à faire quelque chose. Et des petits, l'éducation, on apprend, tout ça apprend. L'être humain, parmi toutes les espèces de la nature, c'est celui qui a besoin d'être accompagné le plus longtemps. Dans son développement, dans son cheminement d'apprentissage. C'est pour lui que ça prend le plus de temps. Voilà. Les autres espèces de la nature sont autonomes très vite, pas l'homme. Pas l'homme. Ce qui fait la particularité de l'homme. Il a besoin qu'on lui donne des outils pour son épanouissement, des outils pour son intellect, des outils moraux aussi. Il faut tout ça pour l'aider à être lui-même, puisque un être humain, il a ses sensibilités, il a son mental, il a ses émotions, il a tout ça. Et il faut notamment, ce qu'on ne fait pas suffisamment, apprendre les gens à se connaître. Ils ne se connaissent pas. Et souvent aussi, le constat que je fais, c'est le problème d'identité. Le problème de l'identité. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Et ça c'est un problème. Parce que l'être humain, et peut-être c'est une question philosophique que je pose là, mais c'est une question nécessaire. Qui est? Quelle est ton identité? Voilà. Et l'autre qui est en face de toi, etc. Et ça devait commencer. On retrouve le problème que j'énonçais tout à l'heure au début, le problème de la dépersonnalisation. Le problème de Fanon, dans ce premier livre, je t'ai parlé du livre de Fanon, Daniel de la Terre, mais son premier livre, Peau noire et masque blanc, on n'a pas fait mieux. Il explique. Mais Michel, pardon, la dépersonnalisation. Michel, tous ces jeunes-là dont on parle, tu crois qu'ils ont lu Peau noire? Non, ils n'ont pas lu. Voilà, c'est ça. Non, mais ils nous parlent. Du tout. Je parle des éducateurs. Voilà. Je parle des éducateurs, des journalistes, de la presse, de ceux qui doivent expliquer les phénomènes. Parce que si on n'explique pas, il n'y a pas de prise de conscience sociale, s'il n'y a pas à un moment donné une réflexion globale. Okay? Ce n'est pas simplement en envoyant un flic enfermer un gamin à Nantes qui a fait une connerie. Il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut que la société française, je n'ai pas à donner des leçons à la société française, mais moi je parle de la société martiniquaise. Ouais. Bon, je suis responsable, nous voulons responsables de ce à quoi nous vivons, ce à quoi nous sommes confrontés. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Mais Michel, la société martiniquaise, justement, quand j'étais gamin, et puis mon pâté fait travail, moi tenu en bois. Tout le temps, mon pâté fait ça, moi tenu en bois. Bon, alors, m'en parler d'où? M'en parler d'où ça m'a pensé? Timamba, il a crié la police pour venir dire qu'on va écouter. Non, mais, le père Anderson t'a dit de manière très, très gentille qu'il faut que l'être humain a besoin d'être éduqué. Il y a des choses. Dans l'éducation,
il y a des choses qui sont autorisées et des choses qui ne sont pas permises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois pouvoir dire à ton enfant, à ton fils, non, tu ne fais pas ça. Aujourd'hui, si tu dis non, on te dit que tu traumatises Mais c'est ça le l'individu. Ok. Il y a quelques années. Pendant mon séjour simplement à Redoute, ouais. Dans les 6 ans où je suis resté, il y a le docteur Pélage, docteur Pélage, pédiatre, qui a souvent, cette femme s'est engagée et elle a défendu des causes, et notamment la cause des enfants, etc., en tant que pédiatre. Et il y a une chose intéressante qu'elle faisait, c'était l'école des parents. Il y avait ça. C'était très intéressant, très ouvert. C'était pas quelque chose d'avilissant, voilà, qui diminuait les parents. Bien au contraire, parce que c'était un lieu de parole, un lieu d'expression, de dialogue, de construction, voilà, de la femme elle-même, ou du couple ou de la famille, et puis un lieu pour apprendre à avoir des outils pour aider les enfants. Père Anderson, est-ce que dans ces familles-là où il y a tous ces problèmes-là, Dieu n'a, enfin, je ne vais pas dire n'a pas sa place. Au contraire, il a, peut-être que Dieu, la représentation de Dieu n'est pas dans ces familles-là. Ah oui, et puis souvent, il y a des familles chrétiennes parmi, il y a des familles chrétiennes aussi parmi. Alors, il y a des personnes, effectivement, qui n'ont pas spécialement de religion, qui vivent sans une attache à quelque chose, sans une référence à quelque chose. Bien, c'est vrai, dans certaines familles, mais Dieu est présent, oui. Dieu est présent parce que, bon Dieu, tout le monde, c'est Ishli, Tout le monde, c'est Ishli. Donc, pas ni monde qui plie Ish, qui d'autres, quand on a dit, pas ni, bon Dieu ne peut pas perdre certains monde qui a dit, et puis beau-père d'autres. Il est réellement... c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Mais il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à vivre avec lui et voir ce qu'il attend de nous. Ok. Mathieu, non, ce que je voulais dire pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure là, notamment tu parlais de la prison. Bon, il faut rappeler quelques chiffres. La prison, normalement, c'est 350 places environ. On a plus de 600 détenus. On parle de la Martinique. En Martinique, ça c'est en Martinique. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de détenus, 2 fois plus de détenus que la capacité de la prison. Mais ça, on n'est pas que nous, BMAO, etc. On retrouve ça. Mais là où il y a un souci, c'est-à-dire notamment parce qu'il c'est sur le suivi des jeunes quand ils sortent de prison. Donc, on se retrouve avec des taux de récidive très importants. Ici, comme en Hexagone, avec des taux de récidive très importants. Pourquoi ? Parce que le jeune ou la personne qui sort de prison n'a aucune obligation de suivi. Pourtant, il existe des dispositifs. Il y a des fonds qui sont mis, etc. Et très souvent, il y a quelques années, quand je me suis intéressé, c'était le STIP, etc., qui suit les personnes qui sortent de prison. Ils peuvent faire des formations, ils ont plein de dispositifs. Une bonne partie de ces fonds ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés pourquoi ? Pas parce que les gens qui sont là ne font pas leur travail. Ils ne sont pas utilisés parce que les détenus ne viennent pas. Ils ne vont pas en formation, ils vont nulle part parce qu'une fois qu'ils sortent de prison, ils n'ont aucune obligation de suivi à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, c'est selon leur libre arbitre et ils sont déjà sortis. Et malheureusement, tu en as beaucoup qui ne viennent pas alors qu'ils ont des conseillers, des gens pour les aider, pour les accompagner. Et quand le père Anderson a pris l'exemple, ça m'a fait sourire parce qu'il a pris quand même un exemple. Mais j'aurais pu prendre son exemple quand il parlait de Redoute. Parce que quand il était à la paroisse de Redoute il y a quelques années, j'ai eu la chance de collaborer avec lui aussi sur quelques actions. Et qu'est-ce qu'on avait mis en place ? Il était l'un des fervents de lance à ce niveau-là. Il aidait, il accompagnait les jeunes spirituellement, etc. Aussi, oui, bien sûr, de manière normale. Mais il les a aidés, on les a accompagnés, structurés, à monter une association. On organisait la fête du quartier avec eux. Le père Anderson jouait même au foot avec eux, avec nous dans le quartier. Mais on aidait certains aussi à s'insérer socialement. Et il y en a quelques-uns que je connais, que je pourrais lui citer certains noms qui vont lui rappeler des choses. Et certains qui s'en sont sortis grâce à l'action qu'il a menée, que d'autres ont menée, etc. et qui ont pu s'insérer dans la société. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être inséré, malheureusement, à ce niveau-là. Oui, il ne faut pas avoir peur d'aller sur le terrain. Et il faut que ceux qui portent des responsabilités vis-à-vis de la construction de la société ou de l'accompagnement mettent la main à la pâte. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Il ne faut pas que nous soyons des hommes et des femmes de bureau seulement. Il faut des bureaucrates, mais il ne faut pas seulement des bureaucrates. Il faut des personnes de terrain pour aller, pour prendre le pouls, pour écouter, pour comprendre, etc., etc.
Et c'est ça. Alors nous, au niveau de l'Église, vous savez ce qu'on fait? On fait de l'évangélisation de rue. On va dans les rues, on va dans les quartiers, et puis on rencontre les gens. Nous quoi aller? Ils accueillent nous, ils pas accueilli nous, c'est pas un problème. Mais ça se passe, il y a un besoin d'écoute, un besoin d'entraide, un besoin de considération. Et ça marche. La question de l'évangélisation de rue. C'est-à-dire, ça se fait pas de n'importe quelle manière. Hein. On est formé, parce qu'il y a des écoles d'évangélisation de rue. Voilà. Et donc, aller, terrain sur le terrain. Donc, il y a des frères et sœurs qui engagent le corps. OK. Ben là, c'était deux sujets qui n'étaient pas prévus dans le sommaire. Là, on parle maintenant du pape François. Il est mort à l'âge de 88 ans. Alors, une page se tourne pour l'Église catholique. Que retenir? Ces réformes phares, à l'instar de la nouvelle constitution du Vatican, entrée en vigueur en 2023. Son engagement pour les migrants ou l'environnement, son bilan en matière de lutte contre la pédocriminalité ou sur l'ouverture de l'Église aux femmes et aux minorités sexuelles. Est-ce que tu as rencontré ce pape-là? Alors, oui. Alors, les 3 derniers papes, je les ai rencontrés, je les ai vus comme vous, tout près. Dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, c'est comme ça. En fait, les évêques, j'étais pas spécialement à la jeunesse, à la pastorale des jeunes, comme on dit, mais ces évêques-là, t'es qu'à demander moi aller puis maman est là. Comme ça, parce que j'aime les voyages, moi j'aime la découverte et moi j'aime les challenges là. Et si bien que j'ai fait 8 journées mondiales, c'est-à-dire j'ai fait le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, le Panama, le Portugal, il y avait j'ai fait la Pologne. Alors ce qui fait, j'ai rencontré les papes, mon voyou tout près comme ça, tout près moi. Tous les 3, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Mon voyou tout près. Voilà. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion de les voir, de les rencontrer, de les écouter, de passer des nuits en prière, hein, puisque quand il y a les journées mondiales, on est en prière dans la nuit. Et le pape vient dans la nuit. Voilà, il vient dans la nuit, puis il y a la grande messe solennelle, etc., etc. C'est quelque chose de fabuleux que le Saint-Pape Jean-Paul II avait mis en place, et ça a marché. Il est resté longtemps, oui, Pape Jean-Paul II. Oui, de 78 jusqu'à 2004. Oui, 78 c'est beaucoup plus long que Benoît XVI ou il a eu un long pontificat. Oui. Il a eu un très long pontificat. Alors lorsqu'on dit que par exemple François était l'ouverture de l'Église aux femmes et aux minorités sexuelles, qu'est-ce que ça comment tu vois ça? Quel effet ça a? Oui, parce que en fait c'est un pape qui avait, d'ailleurs par son nom, François, il s'est appelé François. François, c'est un homme dans l'Église, hein, c'est François d'Assise, c'est un homme qui s'est fait pauvre avec les pauvres. Il parlait de dame pauvreté, la dame pauvreté. Il avait épousé la pauvreté. Et en fait, dans sa manière de vivre, dans sa dynamique spirituelle, notamment, il était proche de la nature, bien sûr proche des êtres humains. Quand on est très proche de la nature, on est très proche aussi des êtres humains. Et par exemple, il disait que le soleil, c'est son frère, hein? Et la lune, c'est sa sœur, etc. Voilà, pour montrer cette dimension spirituelle qui était François. Et le pape François, en prenant ce nom-là, ça voulait tout dire sur la direction qu'il voulait donner à son pontificat. Et notamment l'accueil de minorités. Il s'est battu pour ça. Alors, c'est vrai que on n'est pas toujours prêt à entendre son projet de réforme, à accueillir son projet de réforme, hein, ouvrir pour les minorités, ouvrir pour ceux qui sont les oubliés, hein, les oubliés de la terre un peu, ceux qu'on ne considère pas assez parce que ils ne sont pas assez bonnes gens pour nous, hein, voilà. Eh ben il a rappelé ça et c'est vrai que il nous a secoué. Il a secoué pendant ces 12 ans.
il a vraiment secoué. Il a dû se faire pas mal d'ennemis dans tout ça. Ah, certainement. Mais il était courageux. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est un Sud-Américain. Les Sud-Américains, ils sont assez raides. Hein. Michel, tu as eu l'occasion déjà de t'approcher, comme il dit, des papes, discuter avec eux? Malheureusement, non. Il y a un maire de la Martinique, hein, il était député à l'époque, M. Azéo. Il s'est approché du pape puisqu'il lui a emmené une bouteille de rhum. J'espère qu'il va lui inspirer des idées plus progressistes. Bien. C'est Michel qui parle, mon ami. Bon, ceci dit, ce qu'a dit le père Anderson à propos du nom adopté par François. Saint François d'Assise, de la pauvreté. Le pontificat de François, à mon avis, est marqué par le souci de s'intéresser aux plus humbles. Et la deuxième chose, il a voulu désoccidentaliser l'Église. Il s'est orienté, il a nommé d'ailleurs beaucoup de papes issus d'Afrique et d'Asie. Bon. Pas de pape d'archevêque. Bon. Par conséquent... de cardinaux. Hein? Dans les cardinaux. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, il a nommé des cardinaux, excuse-moi. Des cardinaux, des évêques, n'est-ce pas? Et c'est sa caractéristique. Alors, il y a un point précis que je voudrais évoquer. Il y a une interview qu'il a donnée, on lui a posé la question, est-ce qu'il est marxiste? Il a dit, je ne suis pas marxiste, mais par contre, je discute avec les marxistes. Il admettait le débat avec les marxistes. Le marxisme, c'est la philosophie de ceux qui défendent le prolétariat, ceux qui ont exploité, ceux qui subissent l'exploitation de l'homme par l'homme. Par conséquent... Est-ce qu'il en existe toujours, Michel? Quoi donc, des marxistes? Je te demande, oui. Tu poses une question... ridicule, mais je te demande quand même. Je te réponds... Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Et je dirais même qu'aux États-Unis, on constate un regain, notamment dans les universités, un regain de l'intérêt pour le marxisme. Parce qu'on s'aperçoit que la crise actuelle du capitalisme ne peut s'expliquer que par les concepts marxistes. Donc j'ai répondu à ta question, mais je ne suis pas là. Okay. Mais ce que je veux surtout dire de la philosophie du pape François, c'est son ouverture. C'est son ouverture. Et effectivement, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et notamment sur la question des migrants. Oui. Bon, il a quand même été à Lampedusa, l'île où aboutissait. En Italie. Il a même dit que la Méditerranée était un cimetière. Oui. Ouais. Bon, par conséquent, ce qui va à l'encontre de ceux qui croient qu'on peut empêcher l'émigration des pays du Sud. Hein? Bon, que la cause des difficultés de la France aujourd'hui, ce seraient les immigrants. Bon, il était à l'encontre de cette philosophie. Hein. Bon, alors, nous savons, mais de quel côté se trouvent ses ennemis. Ses ennemis, bon, ceux qui spéculent sur le nouveau pape. Et qu'est-ce qu'ils spéculent? Ils spéculent sur un pape qui va revenir à l'église traditionnelle, et même aux traditions, on appelle les traditionalistes. Il y a une différence entre l'église traditionnelle et les traditionalistes. Bon. On en parle un moment. Comment il lit le nouveau pape? Sur le sujet dont là... Non, moi, comme presque tout le monde, hein, c'est un pape de rupture. Premier sud-américain, premier pape non originaire d'Europe, très simplement. Puis, bien sûr, qu'il a... Jusqu'au bout, je serais tenté de dire, parce que ça se voit même pour le cérémonial suite à son décès, le fait qu'il ait décidé, contrairement à ce qui se faisait depuis, même s'il y avait déjà environ 7 papes, si je ne me trompe pas, qui avaient été enterrés à la basilique Sainte-Marie, depuis 1669,
il n'y avait pas eu de pape qui avait été tous les papes ont été enterrés à Saint-Pierre. Bon, voilà, exactement. Donc, ce qui fait que là, quand même... Il a demandé aussi d'avoir un cercueil. Il a demandé d'avoir un cercueil en bois et en zinc, alors que normalement, dans ce qui était fait avant, dans le cérémonial qui était mis en place, c'était 3 cercueils imbriqués de cyprès, comme tu l'as dit. Il y avait du cyprès, il y a du cyprès, il y a du plomb. Non, pas du plomb. Si je me trompe pas, c'est du plomb. Et puis, il y a aussi du chêne. Donc, ces 3 cercueils qui étaient imbriqués, lui, il a demandé de rectifier ça, de réformer ça, parce qu'il veut se rapprocher de l'ensemble des humains, de l'ensemble des mortels. C'était simplement ça. Mais au-delà de cette ouverture-là, moi, je serais tenté de dire aussi que c'est un homme, un artisan de la paix. Je ne vais pas dire un diplomate, parce que je considère qu'il y a des moments où il y a eu des petits soucis, notamment en Syrie, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu compliqué pour lui. Ça a été un petit peu compliqué. Ça a été compliqué à ce niveau-là. Mais il est un artisan de la paix parce qu'à chaque fois, c'était ça qui le motivait. C'était faire la paix. Et ça, c'est lui qui a fait le rapprochement, par exemple, en 2014, entre Cuba et les États-Unis. Rapprochement historique. Mais on pourrait multiplier cela. À chaque fois, il a essayé. Il a essayé entre les Israéliens et les gens de la bande et les Palestiniens, les gens de la bande de Gaza, les rassembler, les appelant à prier, etc. Donc, il a une action diplomatique ou artisan de la paix, comme on veut, très importante, parce qu'il il a été dans au moins 60 pays. Donc, c'est un pape très actif, très dynamique, qui a œuvré beaucoup auprès des pauvres, etc. Et c'était ça sa ligne. Il a refusé d'avoir beaucoup d'avantages qu'avaient les anciens papes parce il a fait un peu ce que fait un peu il a décidé de ce qu'on voyait pas avant, c'est-à-dire des aides alimentaires, etc. Ce que joue un peu le rôle du secours catholique, il l'a mis en place au plus haut niveau et ça s'est développé pour aider certains pays. Donc c'était ça son leitmotiv. Et d'ailleurs, même avant d'être pape, ça s'est vu, hein, il a refusé d'avoir un véhicule de fonction, il a refusé d'avoir un chauffeur, il a refusé d'avoir beaucoup de choses à l'époque en Argentine pour pouvoir aider et accompagner la population. Donc moi, je serais tenté de dire que il utilisait le métro. Il prenait le métro, il prenait le bus, etc. quand il était en Argentine. Et c'était là une véritable évolution. J'ai pas exactement... on ne sait pas ce que ça va donner. Mais tu l'as dit, on va en parler tout à l'heure là, plus tard. Mais pour le successeur du pape, moi, j'entends et j'espère aussi, en tout cas à mon niveau, que ça sera quelqu'un qui va continuer dans la modernité, etc., et qui va continuer à moderniser et à développer l'Église, parce que l'Église en a besoin. On a parlé tout à l'heure là, on a besoin de l'Église, on a besoin des différentes églises, et il a fait un gros travail d'interconfession, et ça c'est très important pour moi à ce niveau-là, parce que c'était très rare avant de voir un pape s'ouvrir aux autres religions, les appeler à venir, les côtoyer, aller les voir, les rencontrer, les visiter. Et ça, c'est un travail très important qu'il a mené. Et donc, c'est ça, on peut, en gros, qu'on pourrait dire très rapidement. Jean-Paul II avait commencé un gros travail. Oui, aussi. C'est vrai que Jean-Paul II a commencé. Lui, il a poursuivi. Oui, il a fait un gros travail. Et puis, c'est un pape... parce que la spiritualité... Alors, à la fois, il a choisi François comme nom, mais également, c'est un jésuite. Ah. Et la spiritualité et la manière, l'approche jésuite est particulière. Ils sont assez pragmatiques, les jésuites, dans leur manière de faire. Hein? Ouais, ok. Moi, je voudrais juste rajouter un point, si tu me permets, Mano. Pour moi, un point qui était important en plus, c'est le fait que lors d'un synode, en octobre 2024, si je ne me trompe pas, c'est le fait qu'il ait déclaré, parce qu'il y avait plusieurs repentances qu'a fait l'Église dans différents domaines, notamment pédocriminalité, etc., ce qui s'est passé des fois. Ils ont parlé du fait du rôle qu'a joué l'Église dans l'esclavage et dans la colonisation, et qu'ils demandaient pardon à ce niveau-là aussi. Et c'était la première fois, en tout cas, que moi j'ai vu cela, même si on entendait déjà des archevêques, plusieurs personnes à qui, même certains que je côtoyais, en parler, mais c'était la première fois que ça allait à ce niveau-là. Et ça, a été très important aussi. Au Canada également, pour les Indiens. Quand il est allé au Canada, il a demandé pardon aussi. Très bien. Rapproche-toi un petit peu voilà, comme ça, s'il te plaît. Oui. Alors, Père Anderson, comment le nouveau pape va être élu? On a parlé du conclave, le conclave. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cette élection va avoir lieu? C'est quelque chose qui est normé, c'est quelque chose qui est canonique. Hein? Oui. C'est-à-dire que c'est organisé, c'est bien réfléchi. Les étapes sont bien pensées. Il n'y a pas de hasard dans la manière d'accompagner. Et alors, notamment, il y a les 9 jours de deuil. Et puis, ensuite, le conclave va se préparer après les 9 jours de deuil. Et ça peut aller jusqu'au 16e,
20e jour, hein, pour vivre ensuite, hein, après les 9 jours de deuil, ouvrir le conclave. Hein, entre le 16e et le 20e jour, le conclave peut se dérouler dans cela. Alors, voilà, puisque évêques, le temps que tous les évêques, maintenant ça va plus vite, hein, le temps que tous les cardinaux arrivent, hein, les 135 cardinaux, le temps qu'ils arrivent à Rome. Hein. Alors, bon, c'est plus facile maintenant, puisqu'il y a l'avion, c'est beaucoup plus facile. Alors, il semblerait qu'ils vont être enfermés. Ils n'auront pas droit à avoir le téléphone portable. Pas de communication avec l'extérieur pour ne pas être influencés. C'est très strict. Ils sont enfermés, ils sont là et ils doivent... Oui, alors, ils sont à la maison Sainte-Marthe, hein, ils ont leur chambre, il y a les chambres qui sont prévues voilà, pour cela, ils ont leur lieu de résidence, le petit lieu de résidence, pas gros confort, mais ils ont le minimum pour pendant le conclave, puisque un conclave, ça peut durer, alors ça peut aller très vite, les votes peuvent aller très vite, mais des fois ça peut durer plusieurs jours. Oui. Hein? Alors ça dépend comment se dérouleront les votes, c'est ça, parce que d'ores et déjà, parce que tous les cardinaux ne se connaissent pas bien. Donc, il faut qu'ils apprennent à se connaître un petit peu, savoir qui est qui, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont développé, hein? Qu'est-ce qu'ils ont développé, quel est le domaine d'investigation, etc., etc. Donc, tout ça sert. Il y a des éléments qui servent pour pouvoir prendre la décision. Hein? Mais en fait, c'est comme ça devient un truc politique. C'est comme les politiques, en fait. Ah, oui, il y a un aspect. Et il y a des influences. Il y a un aspect politique. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des influences. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils se parlent. Il y a des tractations. Mais c'est interne. C'est interne. Oui, ils n'ont pas accès à l'extérieur. Non, c'est interne. C'est entre eux que les choses... voilà. Hein, mais qu'est-ce qui fait... Les pourparlers. Mais c'est le droit canon. C'est régi par ce qu'on appelle le droit canon. Oui, mais Père Anderson, qu'est-ce qui dit que, imaginons que vous soyez trois là à vous présenter, qu'est-ce qui dit que l'Esprit va parler à Michel, à toi ou à Mathieu? Le pape est élu, d'accord, par des voix, mais c'est aussi parce que l'Esprit... Il prie, parce que tu sais, quand tu vas dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint et l'Église qui décident. L'Esprit Saint et l'Église avons décidé que... Voilà. Donc, c'est animé parce que pendant tous les jours, ils sont enfermés là. Ils prient, hein. Ils prient. Ils invoquent les saints, hein. Il y a la litanie des saints permanente, etc., etc. Et puis, ils demandent le secours de l'Esprit Saint. Voilà, etc. D'accord. Oui, pour réaliser ça, hein. Donc, c'est pourquoi... si il se laisse guider, ça devrait aller. S'il se laisse guider, se laisse guider par l'Esprit Saint, non pas par les... Non, pas par leurs idées. Leurs idées ou les pressions qu'ils ont eues. C'est ça. Mathieu, le conclave, est-ce que tu as l'information pour dire combien ils sont élus, combien de pourcentage? Oui. Non, là, on a du mal à savoir parce qu'on ne sait pas, rien ne sort sur les en général. Mais ils sont autour. Le pape avait, habituellement, c'est autour de 120, mais lui, il avait fait plus. Et donc, c'est à peu près 135, ils sont, les cardinaux. Cette année, ils sont beaucoup plus. Oui. Ça va être chaud, ça. Oui. Ça va être compliqué. Plus. Mais c'est un beau challenge. Oui, c'est un beau challenge. Il y a des favoris. Il y a 2 ou 3 Africains. Parce qu'on dit que c'est l'Afrique maintenant qui a le plus de gens. Le berceau du catholicisme. Mais pour l'instant, dans les favoris, on ne sait pas ce que ça va donner. On verra bien en tout cas. Mais pour l'instant, on retrouve davantage d'Européens dans les favoris, notamment des Italiens. Et un Français aussi, hein, celui de Marseille d'ailleurs, qu'il avait accueilli, qu'il avait accueilli à Marseille lors de sa dernière visite en France. Et ce qui fait, même en Corse, on parle de la Corse aussi, qui sait. Donc ce qui fait que, bon, on sait pas, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai qu'on dit que l'Afrique a de plus en plus d'influence à ce niveau-là, mais on verra ce que ça... Parce que l'Afrique a sa place. Hein. Oui, tout à fait. L'Afrique tient... quand même une place forte dans la chrétienté aujourd'hui. Hein. Et il a aussi, le pape François
a nommé aussi beaucoup de cardinaux africains. On en a nommé beaucoup aussi, de cardinaux africains. Alors, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, là, pendant la veillée. Il y a un noir, justement, qui voulait s'approcher pour dire au revoir au pape. Et il a été refoulé. Et il s'est insurgé. Il a parlé fort. C'est vrai? Pourquoi? Oui, Pourquoi? parce que les vigiles on dit soi-disant que la visite était terminée, mais on voyait bien que les autres blancs qui arrivaient continuaient à entrer. Donc ça a créé un mouvement. Les gens n'ont pas pris ça bien. Ils ont mal accueilli ça. Et quelque part, ça peut faire les évêques, les cardinaux africains qui sont en concours, là, ça peut peut-être leur donner quelques voix de plus. Hein. Parce que les gens, vraiment, la foule n'a pas... C'est vraiment un acte de... C'est pas la première fois que ces affaires-là se passent. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage, à la mort comme ça. Ce rejet qu'il y a. Mais d'habitude, en ce lieu. Les gens sont rejetés, ils s'en vont, ils disent rien. Mais là, lui, il ne s'est pas laissé faire. Il était outré parce qu'il aimait vraiment le pape. Et il a dit, il ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas laissé dire au revoir au pape. Et donc, ça a fait du bruit. On lui a demandé de revenir. Et surtout souvent, pas suivi ce qui s'est passé surtout souvent, exactement. c'est-à-dire que quand on a fait des heures, il faut arrêter les gens avant, parce que quand on a fait des heures de fil pour aller, quand tu vois, tu es tout prêt, puis tu ne peux pas passer, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est parce dur. qu'on te demande de revenir le lendemain. Ils n'ont qu'à, dans leur organisation, arrêter plutôt les affaires pour C'est ça. éviter des Ils ont choses. prévu d'ailleurs de prolonger le créneau horaire par rapport à ce qui va se passer, notamment vendredi soir. Ce qui va se passer vendredi soir, parce que vendredi soir, il y aura la fermeture du cercueil. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau-là aussi, d'ailleurs, il y a eu des changements par rapport à ce qui se passait avant avec les autres papes. Ouais. Alors, Michel, est-ce que comment tu trouves ça, l'élection du nouveau pape? C'est presque comme toi, tu es habitué en politique. Je pense les que, ramifications, En tout cas, la papauté de François, c'était que l'Église a mieux épousé son temps. Bon. Et je crois que ce qu'on peut souhaiter quand même, c'est que l'Église poursuive sa réforme et qu'elle se rapproche de plus du monde réel dans lequel nous vivons. Bon, ce monde réel, tu as parlé de la paix, le problème de la paix, le problème de l'inclusion du pays, ce qu'on appelle le Sud global, ce que nous appelons le Sud global, qu'on appelait auparavant le tiers-monde, qu'on tienne compte qu'on recentre l'Église. Et puis surtout, je crois que ce qui est souhaitable, mais nous n'avons pas à dicter aux évêques ce qu'ils doivent faire, c'est que nous pouvons souhaiter, nous, quand je dis nous, les peuples issus du Sud global et du monde qui a été exclu. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que nous soyons mieux que le nouveau pape tienne compte beaucoup plus de nos exigences d'égalité et de dignité. Parce que la dignité, l'identité, bien sûr, tu as parlé mon père, tu as parlé tout à l'heure d'identité. Bon, le problème, la dignité et l'identité, c'est ce qui fonde, qui peut fonder, il ne peut y avoir de paix que s'il y a la justice. Pour qu'il y ait de la paix dans le monde, il faut qu'il y ait de la justice. Donc, l'axe de l'Église, c'est de continuer ce qu'a initié ce pape François et de lutter pour plus de justice dans le monde. Très bien. Là, il y a d'ailleurs les commissions. Il y a les commissions de justice et paix. D'accord. Vatican. Il y a la commission de justice et paix. D'accord. Donc là, nous allons parler maintenant de l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Il y a déjà, quand j'ai vu, c'était déjà 7 morts. Là, ils en sont à 9. Là, ils en sont à 9, donc ça a augmenté. Et plus de 110 000 cas, je crois. Est-ce que... Parce que comment ça se transmet, cette histoire-là, cette maladie? Moustique. Donc, on a connu ça moustique déjà femelle. ici.
Oui, mais on a connu ça déjà ici, il y a quelques années de ça. On a eu à peu près plusieurs. Plusieurs cas. Il y a eu plusieurs. Donc si, parce que finalement les gens voyagent beaucoup aujourd'hui, le monde est devenu un village, les gens prennent l'avion, tout ça. Donc il suffit que quelqu'un soit infecté là-bas, prenne l'avion et on ne le souhaite pas. Mais est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Non, vous avez des pistes Non, moi, ce qu'on peut dire sur ça, bon, bien sûr qu'il y a une vigilance qui est faite par toutes les personnes qui viennent de ces territoires-là. Il y a souvent des questionnaires, etc., même s'il faut passer par l'Hexagone, etc. Moi, je connais des gens qui étaient à La Réunion, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour oublier qu'il y avait les RUP, les régions ultra-périphériques, se sont réunies il n'y a pas très longtemps à La Réunion, il y a 2 semaines. Donc, ce qui fait qu'il y avait des Martiniquais, des Guadeloupéens et beaucoup de personnes des différents territoires des RUP. Mais ici, il n'y a pas longtemps, l'épidémie de dengue était en forte croissance vers la fin de l'année. Là, elle commence un peu à baisser, à stagner. Et si on ne fait pas attention, elle peut aussi être importante parce qu'on parle de chikungunya là-bas. Mais ici, la dengue aussi fait des morts ici chez nous. Chaque année, la dengue fait des morts ici dans nos territoires. Donc on en parle, on n'en parle pas, etc. Pendant une période, le Covid a pris un peu le dessus sur la dengue, alors que parallèlement, il y avait beaucoup de cas de dengue et des gens qui mouraient de la dengue aussi pendant la période de Covid. Il y a des gens qui mouraient de la dengue et des gens qui mouraient du Covid. Ce qui est important, c'est la prévention. Et c'est la prévention que mènent les différentes collectivités. Michel connaît ça très bien, etc. La prévention, donc il y a des bataillons qui sont mis en place, il y a les EPCI, il y a la collectivité territoriale, qui est un service assez important, qui a d'ailleurs doublé ses effectifs l'an dernier de ce service pour faire face à l'épidémie de dengue qui sévit, pour faire de la prévention sur le terrain notamment, et permettre de lutter contre tous les gîtes larvaires qui se développent. Et c'est ça qui est important, c'est la prévention. Et j'en parlais en début d'émission avec le père Anderson, on parlait des épaves qui malheureusement se démultiplient à certains endroits, et ce sont des gîtes larvaires qu'il faut lutter contre ça aussi. Et c'est l'ensemble des actions qui sont menées qui vont permettre de lutter contre ça. Parce qu'on sait très bien, on connaît la situation des hôpitaux, que ce soit à La Réunion, mais chez nous aussi ici, et c'est déjà un flux très tendu. Il y a déjà des plans d'urgence qui sont mis en place, et je pense que si on se retrouve avec une épidémie de dengue trop importante, on risque d'avoir de vraies difficultés à y faire face. Plus éventuellement chikungunya. Oui, aussi, parce qu'on sait très bien que en plus le moustique devient de plus en plus résistant à tout, aux différents produits qui sont mis en place, etc. chaque année. Et avant, dans l'Hexagone, on ne retrouvait pas ces cas-là, et maintenant de plus en plus, on voit qu'il y a des zones qui sont infectées en France. C'est ça. C'est très compliqué. D'accord. Tu voulais dire un mot sur ça? Non, j'ai entendu dire qu'il y avait un cas qui avait été décelé ici en Martinique. Ah bon? L'ARS fait... Mais c'est la prévention. Il est certain qu'il y a l'action des collectivités, notamment, il y avait un service qui a été intégré à la collectivité territoriale, mais qui était un service très actif au Conseil général. Oui. Bon, avec le docteur d'ailleurs, on a eu un médecin africain, Ebakima, qui a créé ce service. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que là aussi, il y a aussi l'action citoyenne. L'action citoyenne, il faut que chacun, autour de sa maison, qu'on fasse la chasse à tout ce qui peut provoquer la prolifération, les eaux stagnantes. Donc il y a aussi une prise de conscience que la lutte contre la diffusion des maladies qui sont transmises par les moustiques de manière générale, l'Aedes, ce qu'on appelle l'Aedes aegypti, mais donc à partir du chikungunya, c'est la femelle, paraît-il, qui transmet le chikungunya. Bon, je crois que nous avons à attirer l'attention de nos compatriotes sur le rôle que chaque citoyen peut jouer aussi. Ne pas attendre que ce soit le maire ou le président du conseil exécutif qui mène une action. On doit aussi déployer, lorsqu'on circule à Fort-de-France comme qu'on va en commune, je trouve ça déplorant de voir que des gens jettent leur matelas à même le sol sur un trottoir, la machine à laver, le vieux frigo. Mais tout ça peut nous impacter. Eux-mêmes qui ont mis ça là peuvent être impactés. S'il y a des moustiques qui se développent dans tout ça, alors qu'il suffit, d'après ce que j'entends sur les zones,
les différentes collectivités disent aux gens, appelez-nous, ou bien nous faisons un point de collecte tel jour, portez vos trucs. Non, mais les gens ne font pas ça. Ils jettent ça sur le bord de la route, avec des traces qui les intéressent eux, mais pas nous, quoi. Il y a des points de collecte et puis il y a l'obligation aussi. Normalement, quand tu parles de matelas, souvent les gens, quand ils jettent le matelas, c'est parce qu'ils ont acheté un neuf. Souvent. Et donc, ce qui fait que normalement, les vendeurs ont l'obligation de le reprendre, que ce soit pour les matelas, que ce soit d'ailleurs, on paye une taxe, une éco-taxe pour ça. Tu vas parler de réfrigérateurs, peu importe, des frigos, etc., tout ce qu'on veut. On paye une taxe pour ça. Donc, normalement, on doit le ramener. Et comme pour les VHU, normalement, les concessionnaires sont responsables de retirer les VHU. Ils ont montré une association d'ailleurs, Martinique VHU T2A, qui est censée. Il y a un relâchement. Moi, je vois beaucoup de VHU. Mais malheureusement, quand on en retire 10, il y en a le lendemain, il y en a encore 10. Et malheureusement, Michel et lui à la ville de Fort-de-France, la ville de Fort-de-France paye de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont un marché pour pouvoir faire retirer des véhicules, alors que normalement, c'est pas à eux. C'est aux concessionnaires qui, depuis la loi de Serge-Letchimy en 2012, ils ont l'obligation de retirer les VHU. Ils ont montré une association T2A, mais qui retire très peu de VHU. Donc, ce qui fait que quand ils retirent des VHU, il y en a déjà 20. Donc, ce qui fait que malheureusement, on est dans une société de consommation et les gens, ils jettent tout sans faire attention et comme tu l'as dit, sans penser à leur propre sécurité sanitaire. Oui. Alors, Emmanuel Macron visite à Mayotte. Il a annoncé le lancement d'une opération pour lutter contre l'immigration clandestine baptisée qui m'en a dit ça? Urawa, Iwawa, Wachaba. Il aurait pu mettre en français. Hein. Oui. Le mur de fer, je crois. Je crois que c'est le mur de fer. C'est une simplification. Ouais. Il sera déployé d'ici la fin de l'année pour arriver à terme à l'objectif de 35 000 reconduites à la frontière par an. Au-delà de ça, j'ai été étonné de voir le président en promenade dans la Réunion, Mayotte, Madagascar. Est-ce que c'est une manière pour lui d'essayer de reprendre la main, puisque bon, n'étant plus... Ayant un Premier ministre maintenant, aujourd'hui, qui normalement dirige la France, lui, il fait quoi? Il va à des endroits faire des baptêmes, couper des rubans, se promener en fait? Bon, c'est vrai qu'il a fait le tour de l'océan à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il rentre plus tôt parce qu'il assistera aux obsèques du pape samedi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure là, mais il y a une polémique dans l'Hexagone, le fait que les drapeaux seront en berne à ce niveau-là. L'ensemble des drapeaux seront en berne, donc ce qui fait qu'on voit certaines personnes s'élever contre ça, dire que c'est contre la laïcité, etc. etc. Donc bon, voilà, c'est juste une parenthèse. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il avait annoncé lors d'une première visite qu'il avait fait à Mayotte qu'il reviendrait. Malheureusement, il est revenu 4 mois plus tard, depuis le cyclone Chido, qui a fait des ravages et des morts, etc. On a eu du mal à quantifier véritablement le nombre de morts. Il annonce un plan, encore une fois, de 3,2 milliards d'euros pour permettre de reconstruire, etc. Mais ce qu'il avance, c'est qu'il met en avant en premier, pas la reconstruction, ce qu'attendent les Mahorais avant tout, pour moi, en tout cas pour moi, vraiment qu'il y ait des choses qui bougent sur le terrain, parce qu'il n'y en a pas encore vraiment, c'est le fait qu'il veut faire comme Trump à peu près un mur. Il parle de mur, de fait de remettre tous ceux qui sont en situation illégale dehors. Parce que Mayotte, c'est quoi? Mayotte, c'est 320 000 habitants à peu près, 80 000 de personnes qui sont sans papier, à peu près. Donc, ce qui fait qu'on le voit à la clinique, etc. C'est vrai qu'il y a une déstabilisation et que les élus mahorais eux-mêmes demandent qu'on remette les immigrés, qu'on les chasse du territoire. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Et là, on peut faire un lien avec le pape François et l'action qu'il menait, et qu'il a mené notamment contre le gouvernement Trump, pour le fait qu'on puisse aider à accompagner, et que le fait qu'on faisait une comparaison immédiate, comme faisait Trump, entre immigration et notamment violence et tout ce qu'on pourrait dire derrière, trafic, etc. Et c'est là qu'on a des divergences d'opinion. Et moi, je pense qu'au-delà de ça, effectivement, comme tu l'as dit, le fait qu'il soit président maintenant, il peut faire que de la diplomatie, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il ne maîtrise pas. Ouais. Mais je trouve quand même que, puisqu'il n'y a pas longtemps, Bayrou était là, etc., et qu'il faudrait vraiment, on peut parler d'immigration, parler de ce qu'on veut, mais je n'ai pas la même vision de lui à ce niveau-là de l'immigration. Et moi, là où je l'attends davantage, ou là où j'attends le gouvernement, c'est sur la reconstruction de Mayotte, que pour l'instant, qu'on ne voit pas trop bouger. Parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui sont dans des tentes et dans des conditions très difficiles jusqu'à maintenant. Alors, le président Macron... C'est un dossier très difficile, Mayotte. C'est un dossier très difficile, puisque avec l'insularité, et puis les Mahorais, les Comoriens, tout cela, il y a eu toujours des brassages entre ces peuples-là. Et puis leur culture aussi, la culture musulmane, est dominante à Mayotte.
Donc, il y a des pratiques culturelles, il y a une manière de faire. C'est pas un tour qu'on règle le problème de Mayotte. Hein. C'est un problème complexe, Mayotte. Tout à fait. Alors, pour te passer la parole, Michel, je voulais dire, tu as parlé du président qui va aux obsèques, Mathieu. Ça m'a fait penser à Trump qui va aussi aux obsèques alors qu'il avait dit qu'il n'y allait pas et il avait eu un problème avec le pape puisque le pape disait que au lieu de construire des murs, il vaut mieux construire des ponts pour relier les pauvres entre eux au lieu de faire des murs pour se le rapprochement des peuples. Et par rapport à ça, il y avait un petit foie. Oui, et qui ne s'est pas arrangé il y a un mois, parce qu'il y a à peine un mois que le pape a fait un courrier à l'ensemble des archevêques et des évêques des États-Unis par rapport au dossier de l'immigration et pour s'opposer totalement à ce qui était mis en œuvre aux États-Unis. Et là, ça a fait créer encore des tensions. On voit que... Donc, ce qu'il fait, et là, il a dit, en plus, faut bien voir ce que Trump dit, on sera heureux avec sa femme, Mélania, c'est ça, je crois, Mélania. D'assister aux obsèques. On voit bien quand même que c'est... Il est heureux de son départ. Parce que c'est vrai que le pape reste le représentant suprême de l'Église catholique, mais il est aussi un chef d'État, puisque le Vatican, c'est aussi un État. Donc, quand effectivement on dit, pourquoi on met les drapeaux en berne, mais c'est aussi un chef d'État. Non, mais là, Mathieu parlait des drapeaux. Non, en France, oui, en France, des drapeaux. En France, il y a une véritable polémique avec certains députés, avec beaucoup de personnes. Mais on fait de la laïcité comme si c'était une religion. Laïcité, on a l'impression que la laïcité, c'est une religion. Ouais. Bon, Michel. Bon, moi, je voudrais simplement dire que, pour revenir à ce que tu disais, ce voyage Mayotte, à la Réunion, Madagascar, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension géopolitique. Bon, il est certain que la France veut reprendre pied dans cette région du monde, notamment l'océan Indien, parce que il y a une percée de la Chine. Il y a une percée de la Chine dans ces territoires. Et par conséquent, la France veut donc reprendre position sur le plan économique et politique. Et il y a d'abord cette raison-là. Bon. Maintenant, pour revenir à Mayotte, la situation de Mayotte découle de la manière dont la question coloniale a été réglée dans les Comores. Et aujourd'hui, la France est obligée. La France a promis à Mayotte de faire un rattrapage, de faire de Mayotte un département français, de rattraper en quelques années. C'est un peu ce qui s'est passé pour la Martinique en 1946. On a fait croire aux Martiniquais qu'en quelques mois, en quelques années, on allait à rattraper le niveau économique et politique de la France. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. C'est ça. Hein. C'est le manque de volonté des gouvernements. Ce n'est pas le manque de volonté. Moi, je pense que ce n'est pas... C'est une mauvaise orientation. Le problème de la Martinique et des départements d'outre-mer, c'est pas de faire... Je reviens au problème de la vie chère. Le problème de la vie chère, c'est pas que les Martiniquais consomment de l'eau d'Évian à la place de l'eau de Chamflore. C'est que les Martiniquais consomment de plus en plus de produits chez eux. Donc c'est une autre orientation. Donc c'est cette orientation qui a été suivie à partir de 1946, que je décris là, qui était une fausse orientation. Par conséquent, il faut que le développement des pays en voie de développement ne doit pas suivre la même voie que les pays développés. Il faut trouver des voies différentes et des modes de fonctionnement différents. Ce n'est pas parce qu'on va consommer. Tu as parlé de société de consommation. Nous avons toutes les marques de voitures représentées à la Martinique. Opel, Peugeot, Renault, Volvo, Toyota, Nissan. Est-ce que tu crois qu'à la Martinique, tu peux avoir des stocks de pièces détachées pour toutes ces marques de voitures?
Ce n'est pas possible dans un petit territoire. C'est absurde. Économiquement, c'est absurde. Par conséquent, nous ne pouvons pas, nous nous comportons quand même comme des enfants gâtés. Nous ne pouvons pas avoir toutes les marques de voitures et les stocks de pièces détachées nécessaires pour toutes ces marques de voitures. C'est ça le problème, de vouloir copier. C'est pas un seul concessionnaire qui a tout ça, toutes les marques. Non. Ils sont plusieurs concessionnaires. Plusieurs concessionnaires. Bon, contrairement à ce qu'on dit, bon. Ils sont trois un peu à maîtriser le marché. Alors, il y a plusieurs concessionnaires. Bon, par conséquent, je prends cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est un exemple absurde. Bon. Qu'est-ce que je vois pendant en ce moment? Coq entier. C'est pour la publicité tout à l'heure. Coq entier venant de France. Alors, panique, coq panique. Je serais, juste pour illustrer, pour te taquiner, 48% du poulet qui est consommé en France, en hexagone, je ne parle pas de nos territoires, provient des autres pays. Hein. Et notamment d'Ukraine. Pas de la France. Hein. Provient pas de la France, c'était juste pour, te faire une comparaison. Bon, alors, tu sais, le problème, bon, Trump a posé d'ailleurs un vrai problème. Le problème, l'opposition entre libre-échange, je fais une petite incidence, hein. Le problème entre libre-échange et protectionnisme. L'Europe a fait du libre-échangisme intégral le dogme. Bon. Trump vient de poser le problème il retourne à une doctrine économique du 19e siècle, le protectionnisme. Bon. Le protectionnisme, dans un petit pays qui se développe, c'est un concept progressiste. Pour développer la Martinique, il faut progresser la production locale. Mais le protectionnisme dans un grand pays développé à l'égard des autres pays, c'est une manière d'agresser, de vouloir maintenir la prépondérance d'une économie dominante. Mais Michel, combien de Martiniquais qui ont fouillé, qui plantaient des dachines, des ignames, des cueillir des fruits à pain? C'est ça le problème. Les Martiniquais n'ont pas envie de faire ça. Non, mais c'est pas... c'est pas s'ils n'ont pas envie. En tout cas, c'est... Alors, notre problème, c'est que nous avons 355 000... La dernière étude de l'INSEE, que nous allons publier dans Justice la semaine prochaine. Hein? Bon. Nous avons le nombre d'enfants, le nombre de naissances le plus bas de France. Nous avons le nombre de gens âgés le plus élevé de France. Et notre population diminue. Et nous avons les départs de plus en plus nombreux de jeunes. Bon. Donc le problème de la Martinique, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, nous devons procéder à de l'immigration. Oui. Et je dis bien, pas de l'immigration d'Européens. Bon, non mais, il faut poser les vrais problèmes. Alors, pour avoir dit ça ici, il y a quelques années, avec notre ami Eddy Marajo, on s'est fait incendier. On s'est fait incendier. Mais il faut que la Martinique regarde son avenir. L'immigration doit venir des pays caribéens qui nous entourent. Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Saint-Domingue, et pourquoi pas Trinidad, qui vit une crise terrible en ce moment. C'est ça. C'est ça le problème. Alors, puisque tu parles des personnes âgées, la suppression de l'abattement fiscal des retraités. Le gouvernement veut lever le tabou. 10%. Michel a 10% en plus. Alors, j'ai regardé C'est-à-dire, les retraités ont 10% en plus. Non, ils ont un abattement fiscal. Ils bénéficient d'un abattement fiscal de 10%. C'est comme ici, avant, on bénéficiait d'un abattement fiscal de 30%. Le gouvernement l'a retiré il y a 3 ans dans nos territoires. Non, pas tout à fait. C'est pas exact, pas pour tout le monde, mais bon, c'était à peu près ça. Ouais, là, c'est la... J'ai regardé, quand j'ai entendu ça, j'ai regardé ma dernière déclaration d'impôt. Et je vois qu'il y a 10%, c'est un abattement qui est appliqué pour tout le monde. Donc, on le retirerait seulement pour les retraités. Ouais. C'est ça qui fait violer. Bon, par contre, il y a un abattement de 30%, mais ce que le gouvernement a fait, il a plafonné à 2 740 euros. De revenus. Donc, tu ne peux pas. Tu vois. Donc, c'est ce qu'il a fait pour l'outre-mer. Mais on a encore
en plus des 10%, outre-mer, nous avons quand même cet abattement de 30% plafonné. Alors, apparemment, il n'exclut pas de supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les retraités. C'est vrai que le gouvernement, et là, ils ont annoncé qu'ils veulent faire encore 40 milliards d'euros d'économie. Mais moi, je pense que ça sera beaucoup plus parce que ce qu'ils annoncent comme taux de croissance, personne n'y croit. Le fait que la croissance sera à 0,6%. Voilà, à un moment, ils ont commencé à 0,9, après ils ont passé à 0,7, maintenant à 0,6. On voit que ce qui se passe mondialement avec les taxes que veut mettre en place Donald Trump, etc., on va vers une récession un peu plus ou moins globale. Rappelons que l'Allemagne est en récession depuis près de 2 ans, même si là ils ont mis en place un plan de relance de plusieurs milliards. Et on annonce une récession peut-être aux États-Unis. Peut-être, voilà, exactement, avec une inflation des prix, est-ce que veut mettre en place Trump. Mais pour revenir à ce que tu veux dire, faut pas. C'est vrai que quand on parle de retraite déjà dans nos territoires, il faut faire attention. Parce qu'il y a que 24% de la population en âge de percevoir une retraite perçoit une retraite en Martinique, alors qu'en Hexagone, c'est 46%. Michel connaît ça très bien. Et en plus, sur ces 24% de personnes qui perçoivent une retraite, il y a environ 32% de ces personnes qui sont en grande précarité, qui sont en grande difficulté sociale. Ça se traduit par des chiffres d'ailleurs de la Banque alimentaire. La Banque alimentaire, c'est environ 20 000 personnes qui fréquentent la Banque alimentaire par an. Sur ces 20 000 personnes, il y a 7 000 personnes âgées qui sont en grande précarité, en grande difficulté. Donc ça démontre quoi? Ce qui fait déjà qu'il y a très peu de personnes qui touchent la retraite en Martinique. Et en plus, sur ces très peu de personnes, ils ont une retraite qui tourne autour. La moyenne de la retraite en Martinique, c'est 638 € à peu près. Contrairement à ce qu'on retrouve en Hexagone, qui est beaucoup plus, qui est d'environ 700, presque 800 € par mois. C'est une moyenne, je parle bien de moyenne. Mais on retrouve beaucoup de personnes qui sont en dessous de ça. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en grande précarité. Ça se traduit, ce que je suis en train de dire, par la fréquentation de la banque alimentaire, etc. Je pense que Père Anderson rencontre beaucoup de personnes qui sont en précarité, qui ont du mal à subsister, qui ont du mal à vivre. D'ailleurs, les CCS mettent en place des portages de repas, etc. Et on retrouve beaucoup d'associations d'ailleurs religieuses, de différentes obédiences, qui aident, secours catholique, entre autres, qui aident et qui accompagnent ces personnes qui sont en grande précarité, en grande difficulté. Donc, quand le gouvernement veut faire ça, ça sera mettre encore plus de personnes en difficulté. On va se retrouver avec certaines personnes qui ne payaient pas les impôts, qui vont payer des impôts de nouveau. Et moi, je trouve que, vu la situation de nos territoires, ça serait une très mauvaise chose. Alors, Père Anderson, pendant qu'on parle d'argent, est-ce qu'un prêtre a un salaire? Alors, un prêtre n'a pas de salaire. C'est une indemnité qu'il reçoit pour vivre simplement. Voilà, pour ses besoins. Par exemple, j'ai une voiture. C'est moi-même, ce n'est pas l'évêché qui me la donne, c'est moi-même qui paie ma voiture. À partir de ce que je reçois, je fais mes petites économies pour payer ce que j'ai à payer. D'accord, d'accord. Mais c'est une indemnité, ce n'est pas un salaire. On n'a pas de salaire. Donc tu ne bénéficies pas de la dîme, de la quête que les gens font le dimanche. Non, c'est-à-dire que en fait, il y a le casuel, ce qu'on appelle le casuel. C'est-à-dire ce que donnent les fidèles le dimanche sert pour le quotidien, pour les besoins au quotidien. Notamment électricité, eau, voilà les besoins primaires. Et en fait, en dehors de ça, de cela, si on a une employée, alors chaque année, les chrétiens doivent donner. En fait, c'est pas vraiment une dîme. C'est pas vraiment une dîme, parce que ce serait différent. C'est pas vraiment une dîme. C'est ce qu'on appelle le mois, non? Ouais, c'est ça. C'est le denier. Il donne le denier une fois par mois. Ce qu'on appelle le denier de l'Église. Il le donne une fois par an, pardon. Il le donne une fois par an. Et on dit en général, c'est une journée de travail sur une année. Sur une année. Oui. Mais Père Anderson, c'est le repère. L'Église est riche lorsqu'on regarde l'or qu'il y a en Italie, à Rome, tout ça, au Vatican, merci. Pourquoi c'est le prêtre qui doit payer l'eau, l'électricité? C'est pour... Alors, c'est ce que la communauté, c'est avec... Il y a une gestion. Il y a une gestion. Il y a un conseil. Il y a un conseil, il y a un économe. C'est très structuré. Ah ouais. C'est très structuré dans les paroisses. Les paroisses, il y a un conseil, il y a un économe et qui gère les affaires. Et un conseil qui donne des rapports, etc., parce que c'est centralisé, La curie a un regard sur tout, Oui. Est-ce qu'on
pour un enterrement, pour un baptême, est-ce que les gens payent pour l'office? Oui, il y a un don. Il y a un don fixe qu'ils don. donnent. Mariage, enterrement, ils ont un don qu'ils donnent fixe. D'accord. Et ceux qui n'ont pas les moyens? Eh bien, c'est-à-dire que, parce que ça arrive, hein, ça arrive. On ne prend pas la famille qui vient et qui n'a pas de moyens. On ne prend pas, c'est tout. Hein. On ne prend pas, c'est-à-dire on prend pas. Tu fais pas l'office? Non, oui, je veux dire, on ne prend pas l'argent. On ne prend pas l'argent. On fait l'office. Non, l'Église a le devoir d'assurer le service. Hein. D'accord. Non, il faut assurer le service. Mais si la personne dit qu'elle ne peut pas, eh bien, il faut pas réclamer. Hein. D'accord. Ouais. Eh bien, dis donc. Et lorsque j'étais enfant, j'ai entendu dire que lorsque quelqu'un se pendait, il n'avait pas le droit d'avoir des funérailles. Voilà. Ça, c'était avant Vatican II. C'était avant Vatican II. Vatican II qui s'est terminé il y a 60 ans. Oui. Donc, depuis Vatican II, c'est fait. Moi-même, le mois dernier, j'ai eu deux pendus. Ouais. Un jeune, assez jeune, et puis un adulte. Hein. Bon, mais il y a toujours un processus qui conduit à ça, hein, malheureusement. Mais voilà, ça ne m'est pas arrivé souvent dans mon parcours, hein, dans mon parcours. Mais la question des suicides est une question préoccupante en Martinique aussi. Hein. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé des pendus, mais il y a des suicides faits autrement. Oui. C'est pas forcément par oui, pendaison. de différentes manières. Ouais. Voilà, de différentes manières. Ça, c'est un sujet sensible aussi. Hein. Ouais. Mathieu, oui. Non, je voulais juste dire, pour revenir aux finances, que tu as parlé des finances de l'Église, et c'est vrai qu'il y a une séparation entre les différentes excuse-moi, églises. Juste pour dire, Père Anderson, je suis gourmandais depuis 98, l'église est en Cheng-Ponton, et en fait, je me demande quand est-ce que cette église-là va revoir le jour. C'est embêtant, c'est préoccupant, c'est vraiment dommage, parce que c'est une église qui, quand même, c'est une paroisse qui a 300 ans. Elle a 300 église, ans. Elle était très jolie, cette église-là. Oui. Et donc, de la laisser se détériorer comme ça, parce qu'elle dépend de la municipalité. Hein. C'est ça. Ouais. Mais il faudrait penser la chose. Hein. Mais je ne sais pas à quel point ça en est. Donc, en fait, l'église appartient soit à la municipalité, soit à la paroisse, soit à la curie. D'accord. Oui. D'accord. Oui. En fait, c'est la loi 1905. Puisqu'il y a eu la loi 1905 avec Jules Ferry, où l'État avait pris tous les biens. Et oui, c'est ce qui s'est fait. Et perdent pas le Nord, cela. Oui, c'est ça. Oui, Mathieu. C'est ce que je voulais. Ça illustre un peu ce que je voulais dire, parce que je voulais dire, par exemple, la cathédrale appartient à la mairie de Fort-de-France. Ah bon? Et la cathédrale de Fort-de-France, c'est la mairie qui fait les travaux depuis un certain nombre d'années, à coup de, parce que ce que je voulais dire, à coup avec des programmes de près de 14 millions d'euros d'investissement, même si c'est programmé au fur et à mesure. Donc, ce sont des montants très importants. D'où la difficulté, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, notamment pour les paroisses, quand c'est eux, que les églises leur appartiennent à eux, qui doivent refaire l'église. Comme pour l'exemple, l'église de Sainte-Thérèse. Et je peux en citer d'autres. L'église de Basse-Pointe a été rénovée, mais c'est parce que ça appartenait à la mairie de Basse-Pointe qui a aidé, qui a financé, qui a pu bénéficier de fonds européens, etc. L'église l'église du Sacré-Cœur de Balata doit être rénovée. Et ce qui fait que même si les fidèles donnent des dons, ils ont déjà donné beaucoup de dons, mais quand on regarde les dons que peuvent donner les fidèles par rapport au coût de la reconstruction, alors que c'est un lieu très important, tous les touristes de Martinique passent par le jardin de Balata, mais en allant au jardin de Balata, ils passent voir le Sacré-Cœur, ils font des photos, ils passent, ils visitent, etc. Et c'est là qu'il y a une difficulté entre la séparation de l'Église et bien sûr des institutions et de l'État, et des fois malheureusement il y a du patrimoine qui se perd parce qu'ils ont du mal à rénover ces bâtiments. Et là on a un petit souci à ce niveau-là. Ce qui est dommage, l'église de Balata a 100 ans. À 100 ans. Et l'église a souffert, et puis honnêtement, pour illustrer, comme tu as parlé de dîmes, on a parlé de dîmes et aussi de deniers, l'église, en tout cas catholique, a souffert beaucoup pendant la période du Covid, parce qu'ils ont pas eu d'entrée d'argent, contrairement à d'autres églises qui avaient la dîme où les gens ont continué à verser parce qu'eux, ils ont des virements tous les mois et ils ont continué à percevoir des fonds. Et il y a des églises, je crois d'ailleurs que c'est peut-être à Balata, ils ont un système
de carte bleue. Hein. Dans beaucoup de paroisses maintenant, pas que Balata. Ils passent dans les rangs, mais avec le carte bleue. Les paniers collectés. Ça a été demandé. Il y a des personnes qui disaient que... Qui n'ont pas de monnaie, qui n'ont pas d'argent. Il fallait un système plus moderne. Et une petite association qui s'est créée a mis ça en place, et puis après ils ont été dépassés. Donc il a fallu qu'ils créent une plus grosse structure pour répondre aux demandes. Au-delà des paniers, il y a des bornes à l'entrée aussi maintenant où tu peux par carte bleue, etc. payer. Ça s'est modernisé. Faire des dons. Il y a des terres Saint-Ville dans beaucoup de paroisses. Je fréquente beaucoup de paroisses, dans beaucoup de paroisses en tout cas. Alors Michel, qu'est-ce que tu penses de ça, cette manière de procéder pour l'Église pour pouvoir restructurer les choses? Bon, je suis sur la loi de séparation de l'Église de l'État. Je trouve que c'est très bien comme ça et que par conséquent, il appartient aux différents cultes d'ailleurs de s'autofinancer. Bon. Alors, il y a quand même un côté patrimonial. Tu penses à l'église de Balata, par exemple, il me semble qu'il y a une partie de la reconstruction qui a été financée aussi par Stéphane Bern. La fondation, mais c'est très peu, c'est 300 et quelques mille euros qui donnent pour un chantier qui avoisine les 14 millions d'euros. Donc on voit bien que la différence est... voilà. Mais ceci dit, bon... Je m'en tiens à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Bon, je pense que ce qui revient à César, et c'est comme ça qu'on doit faire dans un pays moderne. Très bien. Alors, on a déjà mis la lumière pour moi. La justice... François Bayrou annonce une consultation à la fin du mois pour l'instauration de la proportionnelle aux législatives. C'est intéressant ou pas, Michel? On va voir s'ils vont en sortir. Bon, il est certain que le scrutin le plus juste, c'est la proportionnelle. C'est la proportionnelle. Bon, maintenant, la question qui est posée aujourd'hui, c'est avec la PEC du Front National, du Rassemblement National, Front National, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas permettre au Front National d'avoir la majorité? Bon, s'il y avait, selon les dernières élections législatives, s'il y avait eu la proportionnelle, il est certain que le Front National aurait eu la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, je suppose que c'est une partie, ils ne vont pas faire carrément la proportionnelle pour tout. Alors, voilà, il est question de mettre une dose de proportionnelle. Une dose de proportionnelle. En tout cas, c'est un pas vers plus de justice électorale. Certainement, je pense au Parti communiste. Le Parti communiste est particulièrement défavorisé par le scrutin actuel. Oui. Le scrutin majoritaire. C'est-à-dire que le scrutin majoritaire fait qu'on vote d'abord pour ceux dont on espère qu'ils vont être au second tour. Bon. Automatiquement, bon, comme on s'aperçoit que les sondages montrent que les autres partis vont être au second tour, eh bien les communistes sont défavorisés. Bon, par conséquent, c'est quand même, je ne sais pas. Alors, il faut voir quelles sont les modalités, parce que dans ce genre de réforme, le diable est, le diable est dans les détails. Non, moi, ce que je voulais dire, j'ai pas exactement la même vision de Michel dessus, parce que honnêtement, je suis pas bon. Pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. Déjà, plusieurs gouvernements ne l'ont pas mis en place parce que c'était effectivement par rapport au Rassemblement national qu'ils l'ont pas mis en place. Et dans nos territoires, nous serons doublement défavorisés. Pourquoi? Parce que pourquoi ici, lorsqu'il y a des élections législatives, par exemple, on voit beaucoup de partis avec des photos de personnes qu'on ne connaît pas? Pourquoi? Parce que par rapport à la parité, ce qui fait que les partis qui ne présentent pas le même nombre d'hommes et de femmes, etc., aux législatives, sont défavorisés par rapport à la dotation qu'on leur donne, etc., entre autres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec des gens qu'on ne connaît même pas et on voit leur affiche. Et là, qu'est-ce qui va se passer si on met la proportionnelle? Mais si on met la proportionnelle, bien sûr, quand il y aura des candidats de nos différentes circonscriptions, des 4 circonscriptions de la Martinique qui vont venir de la Martinique, comment on fait? Moi, je vais aller présenter un candidat en Normandie, quelque part dans l'Hexagone.
Je bénéficiais de cette proportionnelle? Non, je serais défavorisé tout de suite d'emblée à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui se passait un peu, notamment pour les élections européennes, qu'ils ont essayé de rectifier en créant une seule grande circonscription. Mais sur cette seule grande circonscription-là, on se retrouve toujours avec des gens qui prennent des candidats, qui les mettent en avant, notamment ceux qui viennent, on en a parlé tout à l'heure là, de La Réunion, parce qu'ils ont 2 fois plus d'habitants que nous, etc. Et on se retrouve souvent avec des élus réunionnais élus. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est ce vers quoi on ira. Donc on sera encore une fois défavorisé à ce niveau-là. Donc je ne suis pas pour que ça soit appliqué par rapport à nos territoires. Bien, alors, très rapidement, la justice rejette la demande de service minimum des usagers des navettes Blue Line. Depuis le 28 mars, plus aucun bateau ne circule entre Fort-de-France et les 3 îlets. Problème de transport. Encore. Oui, encore. Il y a une grève aussi dans le transport terrestre aussi. Il y a une société qui a plusieurs lignes qui est en grève depuis plusieurs jours. Aussi malheureusement par rapport aux les NAO qui n'ont pas abouti. D'après ce que j'ai entendu qu'ils demandent 150 000 euros, du moins 150 euros par mois, et net pour chaque salarié, et ils demandent aussi un 13e mois. Donc les NAO n'ont pas pu aboutir. Bon, après, ce sont des négociations qui sont cons. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, mais effectivement, ça fait près de 2 mois que les usagers qui utilisent, et notamment les temps périodes touristiques qui se terminent là, n'ont pas pu bénéficier des navettes maritimes, malheureusement. Et, ce qui fait que c'est un problème. Il y a différentes choses qui se passent pour pouvoir aller très rapidement, de ce que j'entends. Ils demandent des primes qui n'ont pas été versées par l'ancien concessionnaire parce qu'il y a un nouveau marché qui a été mis en place. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là. Et puis, ils parlent aussi de sécurité. Mais ce qui est le plus mis en avant et qui bloque le plus, vraisemblablement, ce sont les primes qui n'ont pas reçu certaines sommes qui n'ont pas reçu. Donc, il y a des rencontres entre Martinique Transport et l'ancien délégataire du marché pour voir si on peut leur verser ces primes. Et ils demandent une rétroactivité depuis 2016, vraisemblablement, de ce que j'entends. Mais globalement, au-delà de ça, si je devrais dire qu'il faut qu'on fasse le transport maritime en Martinique. Pour les Martinique Transport, c'est 3,8 millions d'euros qui sont quand même sur le transport maritime. Et pour donner un ordre de chiffre, pour qu'on puisse savoir un peu, parce que souvent on parle qu'il faut mettre transport gratuit, etc. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps ici. Sur la liaison, je prendrai juste un exemple, la liaison de Casse-Pilote, c'était, quand elle fonctionnait correctement, 10 000 euros de recettes, 600 000 euros de dépenses. On voit le ratio, 10 000 euros de recettes, 600 000 euros de dépenses. Simplement pour qu'on puisse avoir une idée globale de ce que ça représente en termes ce sont nos impôts. Paye, et donc ce qui fait qu'il y a un ratio à trouver, des fois il y a un équilibre à trouver parfois pour permettre de continuer à faire des investissements et d'avoir du matériel fiable et de bonne qualité. Non, le rejet de la demande de l'association des usagers du transport est basé sur le fait que il aurait fallu que la délégation qui a été mise en place, qu'il y ait eu un engagement du délégataire de faire le service militaire minimum. Les demandeurs de l'association des usagers se réfèrent à la précédente délégation où il y avait cet engagement. Les juges ont estimé qu'on ne peut pas appliquer une disposition dans une précédente délégation à la nouvelle délégation. Donc, sur le plan juridique, même si ce n'est pas sur le plan, on peut estimer que ça aurait dû être que la question du service minimum est posée, mais ce n'est pas une obligation légale. Bien. En attendant, pour l'instant, mais moi, je voulais dire simplement c'est important quand même que les gens puissent voyager, notamment les jeunes. J'ai vu que Martinique Transport a mis des navettes, mais ces jeunes doivent se réveiller maintenant à 4 h du matin pour pouvoir passer parce qu'il y a davantage d'embouteillages en ce moment. Le fait qu'il n'y ait pas de navettes et qu'il y a des gens qui ont besoin du transport, que ce soit dans les différents quartiers, dans les différentes communes qu'on connaît, au Gros Monde, etc., peu importe la commune. Donc il faut qu'on réussisse dans ces conflits-là à penser quand même à la population. On a parlé d'une population en grande précarité. Donc c'est cette population-là qui utilise le transport. Et les services publics, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Donc il faut qu'on puisse trouver des solutions très vite pour pouvoir pallier à cela et aider ces gens à se déplacer, qui ont besoin de se déplacer, notamment question de santé, etc. On l'a dit, on a une population très vieillissante, etc. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de les aider. Bien, mais merci beaucoup parce que Père Anderson, là, l'émission est terminée depuis un moment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci aussi. Très heureux d'être avec vous, vraiment aujourd'hui. Quand il y a un moment, il faudrait revenir avec nous. D'accord. C'est intéressant d'entendre ce que tu dis, la vision que tu as en tant que prêtre catholique. Amen. Donc, en tout cas, pour la Martinique a besoin d'être reconsidérée dans
dans sa vision politique, économique, sociopolitique. Elle a besoin d'une nouvelle orientation. Hein. Voilà. Il y a de nouveaux défis à relever en Martinique. Hein. Nous pourrions être beaucoup plus heureux. C'est dommage que nous sommes confrontés à tant de blocages, hein, dans ce pays-là. Tu es étonné, Michel, de nous prêter dire ça? Je ne suis pas surpris. Ah, d'accord. Je ne suis pas surpris. Quand j'ai milité à la GEM, il y avait la FAGEC, Fédération antillo-guyanaise des étudiants chrétiens. Il y avait un aumônier en France qui était un prêtre catholique. On a milité ensemble pour l'autonomie. Hein. Alors là, on a vraiment fini. Mathieu, le dernier mot pour toi? Non, c'est simplement te remercier d'avoir fait venir le Père Anderson, parce que comme tu l'as dit, c'est une autre vision, c'est autre chose. Oui. Et féliciter le Père Anderson pour l'action qu'il mène au quotidien, parce que c'est important, peu importe la confession religieuse dans laquelle on est, peu importe ce qu'on croit, l'action de socialisation, le travail qu'on mène, etc. Dans ce monde difficile, on a parlé là de violence, etc. Et ce sont ces actions-là qui sont très importantes pour aider à accompagner notre population, notre jeunesse, mais aussi, on l'a dit, on a une population très âgée qui est en grande précarité, en grande difficulté. Donc, ils ont besoin d'écoute et de suivi et d'accompagnement. Je vais te citer Fidel Castro. Fidel Castro qui disait que le premier communiste, c'était Jésus-Christ. Voilà, merci. En tout cas, on peut dire que dans l'évangile, il y a une vision politique. Je ne sais pas s'il était communiste, mais il y a une vision politique. Dans l'évangile, il y a une vision politique. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Force et soutien pour la famille de David Périac du côté de la Guadeloupe. Cet infirmier qui a été abattu pour un vol de moto et d'une chaîne. Donc, force et courage à la famille. Merci à tous. Et puis, à très vite sur Zouk Télévision. Merci à toi. OK. Bye bye. Merci aussi à Grégory pour la réalisation et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Bye bye.